Je suis aussi élu local, puisque je suis adjoint à la culture d'une petite commune de 8000 habitants, et je suis aussi vice-président d'une communauté de communes. Et je rêve de travailler dans une communauté de communes ici, quand j'ai entendu ce matin que la communauté de communes donnait 1 million d'euros aux structures d'insertion par l'activité économique. Un exemple tout simple, depuis 4 ans, je suis donc vice-président d'une communauté de communes, et dans les compétences des communautés de communes, vous savez qu'il y a le développement économique obligatoire. Je n'ai toujours pas encore réussi à inscrire le mot insertion par l'activité économique, pas mettre de l'argent, à inscrire le mot développement. Donc les territoires ici sont quand même très différents. Et deuxièmement, j'ai un chantier d'insertion à Cannes, pour votre information, le chantier d'insertion qui a 16 postes d'insertion, a un financement de la ville de Cannes depuis 15 ans, de 15 000 francs, qui a été transformé en 2300 €, et ça n'a pas bougé depuis 15 ans. Voilà, petit préambule. On a un timing très limité. Je vais demander aux intervenants de faire efficace, parce que de toute façon, c'est pas la peine de parler trop longtemps. La tchatch, c'est pas ce qu'on veut. Si Alain m'a demandé d'intervenir ici, c'est pas pour être langue de bois, au contraire, c'est pour être très pragmatique. Et j'ai bien remarqué que sur tous les documents que vous avez eus, Imagine était marqué en gros, en gras. Donc on est ici présent pour faire preuve d'imagination. Et j'espère que tous les acteurs ici vont faire preuve d'imagination. Imaginer, c'est combiner, composer, construire, créer, entreprendre, envisager, gamberger, improviser, penser, prévoir, se représenter, supposer et enfin rêver. Alors mesdames, messieurs, faites-nous rêver. À vous. Voilà, bonjour à tous. Juste un petit mot pour vous expliquer pourquoi nous allons intervenir à 4 personnes. Voilà, nous allons présenter l'entreprise TAE, comme Travailler et Apprendre Ensemble, qui est en région parisienne et qui appartient au mouvement ATD Carmonde. Et donc ATAE, le collectif a une grande importance. Donc nous travaillons ensemble, mais lorsque nous intervenons aussi à l'extérieur, ça nous arrive assez souvent. Parce que partager notre expérience, ça fait partie aussi de nos objectifs. Nous essayons de faire le plus souvent possible collectivement. C'est pour ça aujourd'hui que Chantal, qui travaille dans notre atelier informatique, Natacha, responsable commercial, Maëlle, qui travaille dans notre atelier bâtiment, et moi-même, co-directeur, nous allons vous présenter notre structure. Voilà. Donc, le mouvement ATD Carmonde considère l'emploi et l'activité comme l'une des clés principales qui permettent de lutter efficacement contre la misère. Dans les années 60, ATD Carmonde a monté un projet, Atelier Scotch, qui sera suivi d'autres expériences sous forme d'ateliers ou d'entreprises. Les ateliers de pré-professionnalisation montés dans les années 70 et 80 ont ouvert la voie de l'insertion par l'activité économique. ATD Carmonde devient ensuite partenaire d'entreprises d'insertion qui prennent le relais des ateliers de pré-professionnalisation. À la fin des années 90, ATD Carmonde dresse un bilan de ses expériences et fait le constat que même les structures d'insertion ont des difficultés à réussir l'insertion des publics les plus en difficulté. Il est décidé avec les habitants de la cité de promotion familiale de Noisy-le-Grand, en région parisienne, de relancer une expérience dans laquelle des travailleurs issus de l'exclusion côtoient d'autres salariés qui n'ont pas connu la misère, qui les rejoignent par conviction dans une entreprise solidaire. L'entreprise Travailler et Apprendre Ensemble naît ainsi en 2002 et l'un de ses objectifs avoués est de démontrer que nul n'est inemployable. Aujourd'hui, ATAE compte 20 salariés répartis dans 3 ateliers. Atelier de rénovation de matériel informatique, une équipe de rénovation bâtiment, seconde œuvre, une équipe d'entretien ménage. TAE a un statut associatif. Il est également conventionné chantier et atelier d'insertion qui permet d'utiliser des emplois aidés. Le contrat aidé est une porte d'entrée pour un salarié et un soutien financier pour l'entreprise. Un contrat à durée indéterminée est signé à l'issue
un contrat aidé. À TAE, on vit la mixité. Certains qui ont vécu de grosses galères viennent parce qu'ils ne trouvent pas de travail. D'autres, n'ayant pas de telles difficultés, choisissent de rejoindre l'entreprise pour participer au projet solidaire. Ces derniers, appelés compagnons, représentent un tiers des effectifs. Tous travaillent à égalité dans les équipes, sans lien hiérarchique. Respecter le rythme de chacun, autant pour l'apprentissage que pour la production, est un principe. D'autres activités que la production sont proposées sur les heures de travail, les débats, le jardin, la mise à jour du site internet, l'organisation de la vie culturelle de l'entreprise, le code de la route. On donne un vrai droit à l'erreur. On ne cherche pas de responsable, l'erreur est traitée collectivement. On encourage la participation à la vie et aux décisions de l'entreprise à travers une réunion hebdomadaire d'1 heure. La culture prend aussi une place importante avec des sorties régulières organisées par les salariés pour leurs familles, leurs amis et les anciens salariés. Avec une majorité de contrats à durée indéterminée dans l'effectif de l'entreprise, TAE ne peut s'appuyer entièrement sur les subventions des contrats aidés pour équilibrer son budget. En 2011, 60% des revenus étaient issus de la production. Les aides liées au contrat complétaient le reste, pour 20%, tandis que les 20 derniers pourcents étaient supportés par des fondations privées. Voilà. Dans le contexte concurrentiel actuel, qui oblige les entreprises à une grande productivité, on ne peut se passer totalement des subventions sans remettre en question le principe du respect des rythmes de chacun. Chez nous, le CDI est une rigueur, malgré notre statut de chantier d'insertion. On obtient un CDI à la fin du contrat aidé. On peut choisir, si on le souhaite, le moment où on veut partir. Le CDI nous donne une sécurité. On peut se projeter à plus long terme et avancer plus sereinement. C'est une sécurité financière. C'est plus de possibilités pour se loger, pour un crédit ou pour faire des projets. Pour autant, on n'a pas envie de rester pour toujours. Quand quelqu'un part pour une autre entreprise, ça fait envie. On aime nous aussi voir les autres choses. C'est également une sécurité pour l'entreprise, le CDI, car ça capitalise l'expérience et le savoir-faire. Et nos clients aussi apprécient la stabilité que cela nous procure. Quand l'entreprise donne de la sécurité aux salariés sous la forme d'un CDI, le salarié donne en retour à l'entreprise une plus grande implication et aussi ça permet de capitaliser l'expérience. Quand on est en CDI, on est moins tourné vers la recherche d'un autre travail, on est moins poussé par la nécessité de trouver un autre contrat. Cela veut dire que l'on s'investit plus, dans son travail au présent. On n'est pas dans un entre-deux, un chemin vers un travail stable, mais déjà dans un métier que l'on peut apprendre dans la durée. Le CDI, c'est aussi le contrat de droit commun, et pour une fois, on n'est pas dans l'exception. Concernant l'accueil des plus exclus, on ne fait pas un accueil particulier pour les plus exclus. Il est le même pour tout le monde. Pourtant, il est bien important de recevoir la personne, qu'elle se sente à l'aise grâce aux pauses café prises en commun, à la convivialité de l'équipe et aux sorties culturelles. On ne met pas on ne met pas la pression sur le rythme d'apprentissage, ni le rythme du travail. Ça passe par l'apprentissage de la patience et de la tolérance pour toutes les équipes, pour les membres de TAE. On ne met jamais en avant la performance de chacun, qu'elle soit élevée ou faible,
La performance ne conditionne pas les considérations que l'on porte aux salariés. On ne demande aucune qualification ni expérience. À TAE, on fait confiance a priori à tout le monde. Le respect, c'est prendre la personne comme elle est. On accepte tout le monde tel qu'il est. On vient de cultures différentes, mais aussi de milieux sociaux différents. Cette mixité dans un travail collectif permet d'éviter la pression individuelle sur chacun. On arrive à travailler ensemble avec des rythmes différents parce qu'on cultive le respect mutuel dans et en dehors du travail. L'entreprise a une taille humaine qui permet le lien entre tous les employés. L'équipe s'adapte aux difficultés des nouvelles personnes. Quelqu'un qui ne veut pas venir, on ne peut pas le forcer à venir. Le plus difficile, ce n'est pas d'accueillir, mais c'est de faire en sorte que la personne revienne régulièrement. Il faut donner envie de revenir tous les jours. Merci. Merci beaucoup. Merci Chantal, Natacha, Mel et Dominique. Merci à vous de votre témoignage. Vous êtes combien? Vous avez dit donc 20. 20 personnes. Ok. Ce que je vous propose, c'est que le débat, on le fasse après. Hein. On note les questions et puis on y va. Et on attaque avec nos amis belges. Oui, merci beaucoup. Allez. C'est-à-dire, j'ai déjà plus beaucoup à ajouter parce que j'ai l'impression que tout l'esprit de l'économie sociale est déjà très bien évoqué par votre présentation. Donc, merci de... Donc on passe au suivant, c'est ça? J'ai encore quelques détails à ajouter. Je vais essayer de passer à le plus vite possible. T'as 10 minutes. Ouais, ok, ça suffit. En tout cas, ça pourrait être possible aussi que que vous devez m'aider quand je ne trouve pas mes mots en français. Oui. Donc, si je ne trouve pas le mot, je le shout in English and then you will say the word to me en français. Ok. Je vais parler sur la politique de l'emploi en Flandre et surtout la place de l'économie sociale là-dedans. Et mais je ne vais pas parler de trop parce que tout ce que j'ai à dire, je crois que ce n'est pas tout à fait différent comme chez vous. Mais je veux à la fin poser quelques questions où on est devant Flandre et qui pourraient être intéressantes pour la discussion. Je travaille moi-même pour le Kenniscentrum Social Europa, qui est une structure en Flandre qui donne du conseil aux fédérations et aux entreprises sociales en Flandre sur la politique européenne. Mais je parle ici de la part de Samenwerkingsverband Sociale Werkzen, qui est la fédération des ateliers sociaux en Flandre. Les idées que je vais présenter viennent surtout de cette fédération. C'est un réseau en Flandre qui regroupe les 90 entreprises sociales. Ça, c'est la Flandre, pour vous situer, c'est la partie rouge. C'est seulement pour vous aider à situer où on se trouve en Europe. Mais d'abord, je veux un peu changer la perspective, ou je veux ajouter peut-être une perspective. Jusqu'à présent, on parle du droit de travail parce que on a un taux de unemployment, de chômage en Europe de à peu près, je crois, 10%. Et comme vous le savez, dans certaines régions, le chômage des jeunes va jusqu'à 50%. Donc, on parle du droit de travail. Mais si on regarde un peu plus loin dans le futur, il y a quelques chiffres là qui sont très bons. On doit se rendre compte qu'on va avoir un vieillissement immense. Le chiffre le plus important, en ce moment-ci, on a 4 travailleurs pour une personne qui est en expansion, qui est en retraite. On a estimé qu'en 2060, ce sera une personne pour une personne. Donc la question sera, qui fera le travail? Qui fera le travail pas seulement dans l'industrie, mais aussi qui fera le travail pour les soins, pour personnes âgées, pour les soins, etc. Donc on a besoin, et on doit commencer maintenant, d'activer tous les groupes possibles qui peuvent travailler. Et je crains qu'à la future, on devra parler d'un droit, pas un droit, un devoir de travail, parce que tout le monde devra contribuer. Donc, pour
Puis il y en a qui parlent d'une catastrophe qui va venir. On verra bien, on s'en sort sans doute. Mais on doit commencer maintenant déjà à chercher les moyens à activer toute personne possible. Et je crois que là, il y a un très grand travail à faire dans l'économie sociale. Si vous avez... Oui, ça c'est la structure belge, compliquée, pas intéressant. Mais ce qui est plus intéressant, pour une conférence d'une journée, pour seulement expliquer. Donc, je parle de l'idée que vous le connaissez, en tout cas. En Belgique, un tas de choses sont réglées sur le plan fédéral. Je prends déjà un peu de travail de mon collègue qui est de la partie wallonne. Mais sur le plan fédéral, on a en bref, on a les sécurités sociales, mais tout l'emploi à la médiation de travail et de la formation professionnelle est dans le niveau régional. Donc, aussi l'économie sociale qui fait partie de ces compétences s'organise dans le plan flamand, ce qui veut dire aussi que le même type de services qui sont établis en Flandre n'existe pas nécessairement de la même façon en Wallonie. Donc, les pouvoirs sont donc l'accompagnement des chômeurs, la formation, l'entraînement, l'expérience de travail et aussi l'emploi social. Ce qui est intéressant, peut-être, c'est la philosophie qui est derrière la politique de l'emploi en Flandre. Donc, on parle d'un droit de travail. Donc, les autorités flamandes, le gouvernement a déclaré que tout le monde a droit de travail et même tout le monde qui est demandeur de travail est même obligé d'accepter du travail. Et pour effectuer cette idée, on parle d'une approche globale. Ça veut dire que chaque personne qui est sans emploi doit avoir des mesures, guidance, un accompagnement en cherchant son travail. Et quand il ne peut pas trouver du travail dans le marché normal, il y a toute une batterie de mesures qui peuvent lui aider. Et un de ceux c'est l'atelier social. De nouveau, en bref, il y a des mesures spéciales pour personnes handicapées. Je crois que c'est pas pareil ici. Et de plus en plus, on essaye de trouver des mesures pour des personnes qui ont, comme on dit en flamand, qui ont une grande distance du marché du travail. Donc comment reach, atteindre, ok, du travail pour tout le monde et quelles sont les mesures là-dedans. Ok. Ce qu'on appelle l'emploi social en Flandre, il s'agit de 3 types d'emplois. Donc, ce sont les ateliers protégés qui sont pour les personnes handicapées. C'est un peu important parce que j'y reviens. Ce sont les ateliers spécialisés en entreprise normale. Donc, toutes les entreprises peuvent faire des divisions pour personnes vulnérables avec longue distance du marché du travail. Et enfin, les ateliers sociaux, qui sont créés pour donner de l'emploi à toute personne qui ne peuvent pas travailler dans le marché régulier, mais qui veulent avoir du travail. Dans le futur, et c'est assez important, dans le futur, on veut faire un décret qui va organiser toute l'économie sociale, donc tous les 3 secteurs en haut. Une des questions est comment on va faire, comment on va arranger tout ça, mais peut-être il faut y revenir. Le rôle spécifique des ateliers sociaux, c'est double. C'est d'abord aider à donner d'expérience de travail. Et là, on parle de travail temporaire pour 1 à 2 ans. Et l'idée est que ça doit faire passage à un travail régulier. Mais on a aussi des contrats pour l'emploi à long terme, donc où il n'y a pas de limite, donc il y a une durée indéterminée. Mais le nombre de ces places est limité, j'y reviens.
Les subventions, important aussi, sont à 50% des salaires et des coûts de l'accompagnement, et les autres 50% doivent être faits par propre chiffre d'affaires. Oui, ok. Ici, quelques chiffres, pas importants, mais quand même, on parle de 8000, c'est ça? 8000 employés dans le tout du quelques mots sur le profil des personnes. Je ne crois pas que c'est différent comme chez vous. En tout cas, il s'agit de personnes qui ont un cumul de facteurs personnels et sociaux qui leur rendent impossible d'aller au travail. Et ils doivent être unemployed, donc sans emploi, pendant une période de au moins 5 ans. Donc ça, c'est très longtemps. Mais tu vois, de l'autre côté, les subventions qui vont à 50%, qui est pas mal, mais au contraire, ça veut dire que le groupe cible doit être non actif pendant une très longue période. Le montant des subsides, je peux passer assez vite. Ok, donc à peu près la moitié. Le personnel d'accompagnement, donc on parle d'une part des instructeurs doivent être des experts dans un domaine, mais aussi des experts dans l'accompagnement. Grand problème à trouver les personnes. Et il y a un accompagnateur par 5 employés qui sont subventionnés, qui est peut-être pas mal non plus. Important, c'est quels sont les avantages pour les autorités publiques. Il reste 5 minutes 15 secondes. Oh, ok. Ok. Je croyais que 5 minutes 12 secondes. Ben, les 12 secondes, je peux l'avoir, mais les 5 minutes, je tiens. Non, c'est très important. Quels sont les bénéfices pour les autorités? Parce que pour les autorités, il ne s'agit pas seulement de coûts. D'abord, le travail est un droit humain. C'est surtout, comme la stratégie flamande est que tout le monde a droit d'avoir du travail, on a besoin d'ateliers qui peuvent accueillir ces personnes. Donc avec les ateliers sociaux, on peut accueillir, on peut mettre au travail le groupe le plus dur de mettre au travail. Donc ça, c'est un premier avantage. On réussit à une activation durable de personnes sans emploi. Des personnes qui restent à la maison sans emploi, si on peut les mettre au travail, c'est toujours plus utile, plus avantageux. Pas seulement pour la personne. Leur travail évoque des revenus supplémentaires pour les sécurités sociales. Donc, il y a un win-back. Retour sur l'investissement. Une forme d'auto-investissement. Donc, les autorités regagnent sur le travail qui a été fait. On donne plus d'opportunités pour consommer. En tout cas, le marché a besoin de consommateurs, mais les consommateurs ont besoin de, qu'est-ce que ça s'appelle, l'argent. Et on augmente le bien-être des citoyens. Donc, les autorités ont bien leur bénéfice à établir ces services. Il ne s'agit pas seulement de coûts, il s'agit même de pas beaucoup d'argent parce qu'on peut activer de l'argent qui est déjà payé. Les activités qui sont faites principalement, sans doute vous les connaissez, vous les reconnaissez. Ici je peux passer tout à fait parce que ça vous reconnaissez, ce sont les activités qui sont faites et vous connaissez mieux que moi. Encore quelques mots sur, je l'ai appelé nouvelle évolution, mais on pourrait dire aussi des observations ou les problèmes où on vient dans le futur. D'abord, on constate que les problématiques du groupe cible deviennent de plus en plus dures, plus en plus sévères. Il y a beaucoup de raisons, peut-être que vous l'expériencez aussi, mais le travail qui est fait dans les ateliers sociaux devient de plus en plus dur. Donc, dans le groupe cible, ce qui donne de nouveau des pressions sur l'équipe autour.
Deuxième, on constate que c'est de plus en plus difficile de trouver les instructeurs qui ont la double compétence. Donc il ne faut pas avoir seulement les experts dans les domaines, mais aussi les experts dans l'accompagnement. Ce qui donne en effet une pression sur les salaires. Et ça vaut des stratégies. La stratégie qu'on établit, c'est d'optimiser et investir à la formation et de professionnaliser le travail. Donc, ça peut... oui, c'est ça. Mais je crois qu'il ne faut pas être plus en profondeur de ce problème, vous la reconnaissez. On veut de plus en plus entrer à l'extérieur des ateliers protégés, des ateliers sociaux. Comment faire cette expertise tous les problèmes qu'on a entrer dans les marchés, parce que les ateliers sociaux sont des acteurs économiques qui doivent agir sur les marchés. S'il y a des questions là-dessus, on peut y revenir. J'ai plus le temps d'aller plus profond. La même chose. Il y a aussi beaucoup de questions sur la gestion. Je ne vais pas non plus aller plus en profond, mais c'est vraiment donc problème d'investissement, de compétences, etc. Et le décret, je vais prendre ça comme dernière conclusion, comme idée. On veut faire maintenant un décret en Flandre où on globalise le tout du travail de l'économie sociale. Ça peut donner l'occasion de travailler plus ensemble, mais le grand problème sera comment tenir sa identité dans cette nouvelle évolution. Les parties les plus importantes, c'est comme toujours, je n'ai pas eu le temps d'aller plus profond, mais s'il y a des questions, on peut revenir à des aspects spécifiques. Merci beaucoup, Jos, merci beaucoup. Je profite pour passer un petit message d'EPIDA qui constitue 2 groupes de travail. Nous demande des gens s'inscrivent pour réfléchir à un groupe de travail sur les nouveaux modèles économiques et un groupe de travail sur le nouveau mode de financement. N'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, je vais voir les pages remplies tout à l'heure. La parole maintenant à Salvatore. Je sais qu'il va être long, il m'a dit ça au repas. Qu'il était très bavard, et donc il m'a dit j'en ai pour 20 minutes, 25 minutes, en quart d'heure, 1h30, il m'avait dit. Et, allez, on est parti ? On est parti. Voilà, d'abord merci de m'avoir invité, vraiment c'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour fêter les 10 ans anniversaire de cette magnifique initiative, et en même temps quand Charlotte m'avait téléphoné parce qu'elle a voulu faire un stage chez nous, j'ai accepté tout de suite parce que pour la première fois, quelqu'un me contactait venant de France, me disant on aimerait réfléchir sur l'emploi stable et l'emploi durable. Or, c'est dans mon entreprise un thème extrêmement important qui me tient vraiment à cœur, et je trouvais que c'était extraordinaire que des Français nous proposent de réfléchir ensemble sur ce thème-là. Charlotte est venue donc travailler avec nous, et qu'est-ce qu'elle a découvert à Liège? C'est qu'il y a une entreprise qui s'appelle Terre. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous expliquerai plus tard. Et qui travaille essentiellement dans le recyclage, qui, si j'avais pu mettre des images, j'aurais pu, vous savez, mais bon, c'est très rapidement 15 000 tonnes de vêtements recyclés par an, c'est 60 000 tonnes de papier recyclés par an, c'est 40 000 tonnes de ce qu'on appelle des encombrants, c'est 15 000 tonnes de verre recyclés, c'est 15 000 tonnes de PMC, donc cartonnettes, métaux et plastique. Voilà, c'est une flotte de 40 et 50 camions, avec des camions
les camions avec une presse à l'arrière, c'est des camions spéciaux avec pinces pour vider des conteneurs à verre, etc. Donc imaginez ça, 320 travailleurs. C'est aussi une ONG donc, qui soutient des projets et des partenariats dans le sud. Et puis voilà, c'est beaucoup de travail, des CDI essentiellement. Mais ce n'est pas là l'objectif. C'est à ça que je veux en venir. Moi, je vais surtout vous parler, non pas des mesures légales que l'on a en Wallonie. Je pourrais, vous savez, parce que mon travail dans l'entreprise, c'est justement d'être en contact avec les réseaux, c'est de faire du lobbying. Je me retrouve beaucoup dans du travail de lobbying en Europe, à la région, au fédéral, c'est mon boulot, donc je peux vous en parler comme Joss. On est, je pense, assez pointu dans le domaine. Mais moi, je vais rester sur le terrain. Et je vous invite tout à l'heure, lorsque vous passerez là où il y a des stands, de prendre ce document. C'est le rapport d'activité 2011 de notre entreprise. Vous tomberez dès le départ sur la charte du groupe et qui vous dit finalement l'objectif, c'est pas de faire de l'emploi. L'objectif, c'est de faire du développement, c'est de faire en sorte que l'être humain soit debout. Et d'ailleurs, pour nous, ces objectifs sont les mêmes autant dans nos projets dans le sud que dans nos projets de développement d'emploi dans le nord, pour des personnes défavorisées. Les objectifs sont les mêmes, c'est comment participer à la création d'un monde démocratique et solidaire, où chaque être humain a le droit de vivre dans la dignité, de se réaliser dans le respect mutuel et celui des générations futures. C'est ça l'objectif. Mais c'est vrai qu'on a trouvé comme moyen que le monde du travail était un monde extraordinaire pour y arriver, parce que d'abord c'est quelque chose de vital, on a besoin d'avoir du boulot, d'avoir un salaire, d'avoir du lien, des relations avec les gens. Le travail, c'est tout ça, comme on disait ce matin. Et en même temps, comme c'est quelque chose de sérieux, notre source de revenus, eh bien, c'est en même temps le moyen, l'endroit idéal pour développer ce qu'on pourrait appeler les capacités et les compétences des gens. Quelque part, le travail est le lieu où on peut en même temps développer de la démocratie et en même temps de ce qu'on dirait en anglais de l'empowerment, mais que j'ai baptisé en français. Désolé, messieurs les Français, mesdames les Français, j'ai inventé un mot, c'est capacitation. C'est du renforcement de capacité dans l'action. D'accord? C'est ça que ça veut dire en anglais, empowerment. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que si on veut faire de la démocratie, il faut prendre les gens au sérieux, il faut donc faire de la capacitation. Et si on veut faire de la capacitation, faisons-le pour quelque chose de sérieux, c'est la démocratie. Et tout ça dans le cadre du travail. Et de l'endroit où on tire nos ressources, notre vie, finalement, on passe le tiers de notre vie au boulot, puis le reste du temps, un tiers on dort, puis un tiers on essaie de vivre en famille. Résultat, on a essayé de mettre en place, grâce à toutes nos activités, toute une stratégie, justement, pour développer la gestion participative dans l'entreprise, et donc ce qui va avec, c'est-à-dire la capacitation. Alors, une des premières conditions qu'on a dû mettre en place, quand je vous dis on, c'est tous les travailleurs, soyons sérieux, avec autant des personnes qui sont arrivées avec un passé très lourd qu'avec les cadres. Et quand je dis tous les travailleurs, c'est tous les travailleurs. Vraiment, j'admire ce que vous faites, parce qu'en même temps, nous, on essaie de le faire tout le temps aussi. Pour y arriver, il faut mettre en place toute une stratégie. De nouveau, on a parlé de bricolage ce matin, et là, je ne suis vraiment pas d'accord. On doit être des professionnels de ce qu'on fait. Des professionnels de la gestion économique de notre entreprise, mais aussi des professionnels de la gestion humaine de l'entreprise et du patrimoine humain. Et pour cela, d'abord, pour rendre possible la démocratie directe et la gestion participative, eh bien, on a estimé qu'il était absolument important de régler son compte à l'argent. Je fais un jeu de mots, mais en même temps, c'est vraiment important.
Chez nous, par exemple, eh bien, malgré qu'on ait 320 travailleurs, dans un ensemble d'entreprises, vous verrez le détail dans le document, eh bien, il n'y a aucune personne dans l'entreprise qui possède une action à titre privé. Tout le capital a été monté de manière collective. Moi, j'utilise plutôt le mot de manière neutre, parce que collectif pourrait faire croire que chacun a mis un peu d'argent. Non. Chacun a l'usufruit de ce capital, le gère, en a la responsabilité, mais il n'a pas un rond à lui. D'accord ? On est arrivé par un montage juridique qui fonctionne et par une structure double. Les travailleurs qui sont dans toutes ces entreprises qui entourent le groupe, eh bien, sont invités à faire partie d'une assemblée générale d'une association. C'est l'association qui est propriétaire des actions des entreprises. Et donc, tout travailleur, sans devoir mettre de l'argent dans son entreprise, est à l'assemblée générale, s'il le désire, et participe aux décisions. Hein ? Je résume, il faut aller vite. Mais en tout cas, il y a dans toutes nos réunions alors de prise de décision, il n'y a aucun travailleur qui peut dire ouais, de toute façon, on n'a rien à dire, c'est quand même toi le patron. Hein ? Mais c'est extrêmement important, parce que si on n'arrive pas à ce stade-là, eh bien, il y aura toujours un malentendu entre les travailleurs, les cadres, les assemblées, où finalement les gens sont là pour te faire plaisir, mais pas vraiment pour participer, pour être co-responsable dans l'entreprise. Il n'y a pas que le capital, il faut régler aussi le problème de la rémunération, par exemple. Eh bien, c'est en assemblée générale qu'on a voté la fourchette salariale dans d'autres entreprises. Qui est de Qui est aujourd'hui de 2,7. De 1 à 2,7. Il était de 1 à 1,4. Et puis on a eu un gros problème parce qu'on n'arrivait plus à engager des cadres. Et donc c'était ça où se retrouver de nouveau, non pas des professionnels de notre boulot, mais des bricoleurs. Et donc ça a pris 1 an et demi, 3 assemblées générales, des groupes de travail, pour voir quelle était la fourchette tolérée et tolérable, et tout ça en assemblée générale pour finalement aboutir en plus à un travail beaucoup plus conséquent où les gens ont dit on ne veut pas uniquement voter sur une fourchette, mais on veut voter sur une politique salariale. On veut savoir pourquoi un tel a un salaire plus que celui-là et pourquoi, et qu'il soit évalué, qu'il soit cadre ou manœuvre, eh bien il faut savoir quels sont les critères, et puis il faut des évaluations. Et en fait, aujourd'hui, je suis très mal parce que j'aurais dû être un conseil d'administration très important où on va devoir valider un travail long de 2 ans et demi et qui sera proposé à l'Assemblée générale à la fin du mois pour justement proposer, c'est un document de 250 pages avec une grille salariale et avec tous les critères qui vont avec. Hein. Mais il faut régler ça. Parce que sinon, alors ça devient celui qui a une plus grande gueule. Moi, je voudrais bien avoir une augmentation parce que bon, non, ça doit être réglé. Alors, il faut aussi régler ce qu'on fait alors avec les résultats économiques. Alors qu'on arrête de dire qu'on est des non-profit, etc. Qu'on arrête de faire croire que non lucratif, hein, pour faire. Oui, qu'on est des. Non, on est des entreprises qui doivent faire du profit. D'accord? Et si on nous donne des subventions, c'est pas parce qu'on a des beaux yeux, c'est parce qu'on l'a mérité, on fait un boulot extraordinaire pour la société, qui est un travail humain. Donc qu'on soit payé pour ça, et qu'on arrête des naïfs à faire ce boulot-là gratuitement. Nous, on l'a fait pendant 30 ans, comme des cons, depuis 49 jusqu'à fin des années 70. Et puis on s'est dit, mais on est cons, qu'on aille chercher l'argent pour le faire, et qu'on le fasse bien, et qu'on se fasse évaluer pour ce travail-là. Autant dans le domaine de l'insertion que dans le domaine du recyclage. Hein? Il fallait se faire reconnaître pour ça. Et bon, il y a eu tout un travail de mise en réseau, etc. On y arrive tant bien que mal. Bon. Donc, mais pourquoi le bénéfice? C'est pour pouvoir l'investir dans nos objectifs, qui n'est pas de rémunérer un actionnaire, ça vous avez compris, mais qui est destiné à faire de la solidarité. Autant, je dirais, en termes de salaire pour les gens, que de proportion par rapport à des personnes peu qualifiées ou très éloignées du marché du travail. On a vu tout à l'heure dans le film des personnes extrêmement... Et en plus qui n'acceptent pas de se faire reconnaître personnes handicapées, et donc on ne sait même pas aller chercher une subvention pour elles. Hein? Ben, chez nous, on a ça aussi. Il y a des personnes qui, non seulement
ne font pas 100%, 0% du travail, mais qui freinent les autres et qui font, je dirais, un petit peu moins 30, moins 40% du travail qu'ils devraient faire. Parce qu'ils sont un poids. Mais on les garde, hein, d'accord? Mais alors, comment est-ce qu'on les garde? Ben, d'abord par la fourchette salariale, il y a des cadres qui n'auront pas les salaires qu'ils auront autre part, mais aussi parce qu'on décide qu'une partie de notre bénéfice servira à cette solidarité-là. 3 minutes. Mais aussi une autre solidarité qui est le partenariat avec le Sud. Donc les bénéfices, nous on a décidé qu'une grande partie de ces bénéfices iront alimenter les caisses de l'ONG qui soutient des projets dans le Sud. Et ça me permet de rebondir sur une deuxième condition pour que la démocratie participative marche. C'est donner du sens, on en a parlé tout à l'heure, donner du sens à la valeur travail. Qu'on ne soit pas des mercenaires au boulot, pas uniquement pour avoir un salaire, mais qu'on sache que le travail que l'on fait sert à quelque chose, à un objectif qui nous dépasse, qui est plus élevé. Et ça donne beaucoup d'importance aux personnes qui travaillent. C'était l'abbé Pierre qui disait donner de la responsabilité aux gens qui arrivent ici. Ce sont les meilleurs responsables de nos communautés. Hein. Et puis alors, une condition extrêmement importante pour que ça marche aussi, j'en ai parlé, c'est la capacitation. C'est toute une stratégie de formation, éducation, concertation, etc. Nous, on passe énormément de temps et avec les travailleurs, en tout cas certainement une réunion par semaine, avec tous les travailleurs, parfois par secteur, parfois tous ensemble, avec un grand investissement dans la clarté des données que l'on projette, une grande transparence des chiffres et des résultats que l'on a. Et quand un secteur a été déficitaire, on le dit, on explique pourquoi, et on demande aux gens, est-ce que vous avez des idées? Parce que, et c'est ça qui est extraordinaire aussi, lorsqu'on met les gens dans le coup, c'est qu'il y a des idées qui sortent de tout ça, qui ne seraient jamais sorties de ta tête, de la mienne, parce qu'on n'est pas sur le terrain, et c'est dans ces échanges permanents d'idées, de suggestions, qui fait que l'on trouve des solutions extrêmement innovantes. Et je rebondis là-dessus aussi pour dire que l'innovation, nous on connaît. Enfin, l'Europe vient de découvrir qu'il fallait faire l'Europe de l'innovation dans la stratégie 2020. Mais nous on connaît. On est tellement en prise avec les problèmes de société de manière permanente qu'on est tout le temps en train d'innover, de chercher des solutions. Le gros problème, c'est que quand on crée des nouvelles niches, comme dans l'environnement, comme dans les services de proximité, enfin, dans les métiers les métiers verts, etc. Le problème, c'est que dès que, grâce à notre boulot, ça devient solvable, on se fait expédier comme des malpropres en disant, en plus, on est des suspects. On dit, vous faites de la concurrence déloyale. Donc, quelque part, il y a tout un boulot qui doit être fait aussi pour faire reconnaître notre capacité d'innovation et de le faire protéger. Et alors là, je déborde un petit peu sur il y a un travail énorme à faire au niveau politique. Et je pense que pour être vraiment professionnel dans notre boulot, on doit, comme Monsanto qui fait du lobbying pour imposer des OGM partout, hein, et là ils y mettent le paquet, ils mettent du fric. Nous aussi on doit mettre le paquet, on doit mettre du fric pour faire reconnaître notre spécificité, pour faire du véritable lobbying, autant au niveau européen que national, que régional, que local, et qu'on arrête de bricoler avec ça, qu'on reconnaisse cette nécessité-là. Je suppose que je suis arrivé au bout. Oui, Salvatore, merci. Attends, j'ai pas fini. Non, ce que je veux dire, parce que j'avais prévu ma chute. Surtout, n'allez pas croire que le monde est beau, le monde non, est personne ne le croit. On vit des tas de difficultés dues à ce grand écart permanent qu'on doit faire entre une efficacité économique et cette volonté de rester attaché à nos valeurs sociales. C'est très difficile. Et Charlotte, d'ailleurs, m'a fait remarquer, lorsqu'elle a vécu avec nous pendant 15 jours, mais elle m'a dit, mais vous, Salvatore, le public que vous avez, c'est quand même, vous avez un peu écrémé, là. Hein. D'une part, il faut aller dans tous les secteurs pour comprendre quels sont les gens, et il y a des gens
qui, lorsqu'ils sont dilués, je vais dire, dans une quantité suffisamment de gens valides, eh bien, ça ne se voit même plus qu'ils ont des problèmes. Hein. Mais c'est vrai que d'autre part, on a remarqué que de plus en plus, à cause de ce grand écart, eh bien, on a tendance à engager moins des personnes qui sont vraiment fort éloignées du marché du travail. Et je tenais à dire que nous, on a démarré déjà maintenant, depuis un an, un nouveau projet qu'on a appelé les plus démunis, et où on est en train de réfléchir à comment, de nouveau, malgré ce grand écart, revenir vers nos objectifs de départ, et comment revenir... Et d'ailleurs, on a mis une étudiante des hautes études commerciales là-dessus pour faire tout un travail, d'abord en termes de ressources financières, et puis en termes d'organisation, et de faire des propositions à une prochaine Assemblée générale, justement pour voir comment aller de nouveau atteindre les personnes qui sont les plus éloignées du marché du travail. Donc vous avez compris que... Nous avons compris. Vous avez compris que si on veut travailler dans de nouvelles alternatives, parce que là, on n'est pas en train de faire de l'insertion pour de l'insertion. On veut faire du changement de la société en changeant les gens et en changeant les structures. D'accord ? C'est une alternative. Eh bien, on ne sait pas le faire sans faire de l'emploi stable, de l'emploi pérenne, avec des vrais contrats où on respecte les gens. Merci beaucoup, Sébastien. C'était joli, c'est un passionné, on a tous besoin de passionnés, mais aussi on a besoin d'équilibre dans le temps de parole, ça fait partie de nos valeurs. Ricardo, oui. Tu nous fais rêver avec les coopératives depuis 10, 15, 20 ans que je travaille dans le champ de l'insertion par l'activité économique. Les coopératives pour nous sont un modèle. Chaque fois que je suis dans un colloque, dans une université, il y a quelqu'un qui nous parle des coopératives. Fais-nous rêver encore. Bon, j'espère d'être capable de faire ça. Je demande pardon pour mon français, j'essaye de parler. S'il y a quelque chose que je n'arrive pas à dire, excusez-moi. Bon, le modèle des coopératives. Au commencement, quand j'ai entendu les 4 gars qui ont parlé les premiers, je dis qu'on était très à côté. On était dans le même domaine. Si je peux penser à quelque chose, je crois qu'il a... Parler d'entreprise sociale, c'est vraiment un enjeu de toute l'Europe. En Italie, on a commencé à essayer de faire quelque chose dans le domaine de l'entreprise sociale, comment on peut dire, en Italie, il n'y a pas un État qui est très fort comme ici en France. Il y a un État un peu plus faible qui ne prenait pas les problèmes, par exemple, des personnes handicapées très sérieusement et restait encore chez soi. On n'avait pas des bons systèmes. Alors les personnes ont commencé à s'organiser entre eux pour chercher de trouver des solutions. Et le travail, c'est un des moyens plus forts pour améliorer les conditions des personnes. Dans les années 80, on a eu de très belles expériences d'organisation du bas d'entreprises sociales qui embauchaient des personnes handicapées, des psychiatriques, des personnes qui ont des problèmes d'alcool, qui sortaient de la prison, et voilà. Dans le 91, une loi a donné un cadre un peu plus clair à ces situations. Et le cadre a été un cadre très important parce que à partir de là, en Italie, on a vu un développement très fort de coopératives sociales. Les coopératives sociales qui s'occupent d'insertion sont des entreprises qui
dans la base sociale entre les salariés doivent avoir au moins le 30% des personnes défavorisées. Le 30% n'est pas une chiffre très forte. Mais ça a été, selon moi, le succès de la coopérative sociale. Parce que deux choses à générer. La première, c'est que beaucoup de personnes avaient motivation de passer sa propre vie au travail dans un domaine d'aide. Et donc, ça, c'est une chose selon moi, très importante. Et le 30% des personnes défavorisées qui n'ont pas des financements particuliers, elle a seulement, les personnes défavorisées ont, par l'État, on dit une fiscalisation des frais du travail. Donc, ce que l'on paye directement aux personnes est donné par la coopérative, le reste, c'est l'État qui le met. Avec cette proportion, les entreprises, ce sont des entreprises qui ont eu un marché normal. Et donc, souvent, il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas sociales, qui disent exactement ce que disait auparavant Salvatore, et qui font une concurrence pas correcte. C'est pas comme ça parce que on n'a pas des facilitations quand on participe aux appels d'offres. Les coopératives sont exactement équiparées à toute autre espèce de société. Donc, il n'y a pas cet avantage. Le mouvement coopératif a eu un développement très fort, très intéressant aussi, je pense, parce que dans 20 ans, on est passé de 300, 400 coopératives à 9000 coopératives. Et alors, c'est une espèce de réseau dans tout le pays qui est très fort et très important. Surtout si vous pensez aux proportions, donc à la quantité de personnes qui ont des motivations très fortes à travailler à côté des personnes défavorisées. Et ça, je pense que c'est la chose la plus importante. Deux points restent pour le développement. Moi, Charlotte m'avait dit de chercher de vous présenter la coopérative sociale de type B d'insertion. Donc, moi j'ai parlé de ça. Je pense que à ce moment-là, il y a dans le développement quelques problèmes qui on commence à voir et à traiter. Le premier, c'est que les coopératives, souvent, pour la caractéristique qu'elles ont, sont des petites réalités économiques. Donc, on parle souvent de petites coopératives sociales. 15 personnes, 20 personnes, 30 personnes. Une dimension qui permet de construire une ambiance la meilleure pour pouvoir accompagner les personnes défavorisées, qui ne semblent plus même défavorisées. Et il y a beaucoup de coopératives sociales qui, dans leur histoire, veulent renoncer aussi aux facilitations pour les anciens embauchés qui avaient la fiscalisation, donc on ne payait pas les frais. Beaucoup de coopératives arrivent à un certain point qui décident de dire non, bon, pour nous,
cette personne n'a pas besoin d'obtenir un bénéfice parce qu'elle a rejoint la productivité nécessaire et ça. La petite dimension, c'est un problème dans le moment. C'est un problème pour les investissements, toutes les autres choses qu'une entreprise, pour pouvoir être forte sur le marché, doit avoir. On a l'expérience des consortiums, c'est-à-dire de mettre ensemble et faire une structure de deuxième niveau des différentes coopératives, a eu un bon développement et a été bien importante pour pouvoir accélérer le procès de constitution de coopératives et pour arriver à le succès que la coopération italienne a eu. Mais c'est un modèle qui, en ce moment, est un peu en crise. Je ne sais pas si pourquoi. Donc, il y a des réalités qui vont très bien, des autres réalités qui restent un peu plus, qui s'arrêtent un petit peu. Par exemple, dans ma région, moi j'arrive du Val d'Aoste. C'est une petite région de 150 000 personnes, donc c'est vraiment un quartier d'une grande ville, disons. Et on a il y avait un consortium du régional dans lequel il y avait des coopératives pour l'insertion et aussi des coopératives qui produisent services. Moi, je suis responsable d'une coopérative qui produit services sociaux. Et ce consortium a eu un problème parce que les deux espèces de coopératives en Italie, ils ont pris des routes très différentes. Donc les coopératives d'insertion ont comment dire, continuer à rester sur le domaine de la petite dimension, de l'ambiance la plus bonne pour les personnes défavorisées et ils ont perdu, disons, l'envie de se développer, de croire, non pas croire, crescere. Croître, pardon. Les coopératives des services ont pris une autre route, c'est-à-dire pour la dimension est devenue très grande. Ils sont partis à chercher des travaux publics avec appel d'offres comme ça, sans voir un sens de développement de communauté qui était l'origine, disons. Et donc, dans un certain point, les consortiums n'ont pu plus tenir ensemble les deux espèces. Maintenant, il y a beaucoup d'expériences de coopératives A, donc des services, des productions de services, qui ouvrent un réseau, un morceau, un ramo. Une branche de coopérative d'insertion. Et ça, c'est une espèce assez nouvelle. On n'a pas encore bien étudié qu'est-ce que ça peut porter. 3 minutes. Voilà. Mais quand même, ça, ce sont les problèmes. Autre problème. On est dans la loi qui a institué les coopératives sociales. Les catégories des personnes défavorisées sont bien étroites. Donc, on parle de personnes handicapées, on parle de psychiatriques, mais par exemple, les chômeurs de longue durée ne sont pas présents,
tous les espèces de malaise qui sont liés, par exemple, à l'exploitation de la prostitution et tout ça, ne sont pas présents. On est en train de chercher, de trouver une modification de la loi, mais ça c'est très difficile parce que ça voudrait dire avoir des coûts pour l'État plus forts. C'est un faux problème, mais quand même, pour le moment, la question s'est arrêtée sur la table politique. C'est un faux problème parce que, en effet, si l'on va dans une coopérative qui travaille avec des personnes défavorisées, on voit bien que pour beaucoup d'eux, l'alternative serait, comment on peut dire, des services très coûteux pour l'État. Donc, je pense que l'investissement dans l'économie sociale, dans les coopératives sociales, porte à des bénéfices et on peut épargner de l'argent de la part de l'État. Voilà. Merci beaucoup, Ricardo. Dans ce type de séminaire, de rencontres de colloques, c'est vrai qu'on a souvent des témoignages de Français, de Belges, d'Italiens, mais il est rare qu'on ait des témoignages d'Allemagne. Merci beaucoup d'être là et je laisse la parole à Karine. Oh, d'accord. Voilà, je pense qu'il y a... Il a la traductrice. Il y a la traduction. Ouais, et je m'excuse d'avance parce que j'ai eu des papiers que ce matin. Et ça fait 40 ans que je vis en France, donc je ne suis absolument pas du tout dans votre culture, enfin dans votre non, culture, non, dans ces problèmes. Et vous m'excusez d'avance que j'ai besoin de faire un peu d'aide. Soit en anglais peut-être. Ouais, ça sera pas mal. Voilà. Merci. Hein? Vous allez là? Oui, je pense. Je ne sais pas, peut-être. Ouais. Bah, vous avez fini, alors voilà. Merci. Vous venez d'où en Allemagne? C'est les Baden-Württemberg, le sud. Quand on situe un peu. Oui. Yeah. Elle a là la photo avec la carte, là. Vous voyez? D'accord. C'est là où il y a le lac de Constance, d'ailleurs là je viens. D'accord. 5 minutes. Oh, c'est faisable. We try. Bonjour, mesdames et messieurs. Je ne parle pas français. On l'aura cru. Un Kaffee, s'il vous plaît. Das ist das Einzige, das ich auf Französisch kann. C'est tout ce qu'elle sait en français. Vorstellen möchte ich unser Projekt Stauffenarbeit und Beschäftigungsförderung und hier besonders das Projekt Agrigent. C'est les projets qui se... Ah non, c'est la carte. Ça se situe là, en bas, là, Baden-Württemberg. Voilà. C'est le land un peu préféré parce qu'on n'a pas beaucoup de chômage là. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Et voilà, c'est... Comment ça s'appelle? Tu as mis le nom là? Voilà, c'est là. Il a une explication après. La carte. Die Karte. Ja, ici, mais là, je l'ai. C'était Göppingen, c'était bon. Das heißt Göppingen. Hein? Est-ce que j'ai mon truc là? Non, pour expliquer. Vous m'excusez, hein? Il n'y a pas de problème. Faut improviser, hein? Voilà, c'est ça. Ça s'appelle, tu l'as là? Tiens. Waldeckhof Agrigent. Agricole, okay. Des Italiens. Ouais, vas-y. Wir haben, Waldeckhof ist ein 60 Hektar großer landwirtschaftlicher Betrieb. C'est une grande ferme de 60 hectares avec des produits bio. Okay. Et voilà, dans l'Allemagne du Sud. Und SAP, die Kurzform unserer Firma, entstand im Jahre 1997. Son entreprise était fondée donc en
1997. Ça s'appelle SAB. Und das heißt Staufen, Staufen, weil die Staufenkönige, die hatten da ein Schloss. Oh, c'est pas possible, excusez-moi, mais c'est Nichts von den j'ai Staufen. tout. Je veux bien faire l'animateur, mais c'est tout. Non, excusez-moi, parce que moi, c'est pas C'est pas votre, mon métier. c'est là, pas là. votre tasse, c'est pas Elle m'a votre tasse de thé. Non, ça, Okay. j'irai quand même pas jusqu'à là. Also, wir beginnen mit 12 Personen im Bereich Gartenbau. Donc, c'est une entreprise qui s'appelle SAB. Et elle a été créée en 1997. Et ils ont commencé avec 12 personnes. Et surtout de paysans, enfin de ferme et le jardin de production. Heute unterhält die SAB 6 verschiedene fachliche Projekte und 4 Beratungs- und Coaching-Projekte. Aujourd'hui, ils sont 6 projets différents, donc de l'accueil, des projets pour le travail, et ils sont maintenant 215 personnes. Diese reichen von Beratung mit freiwilliger, unentgeltlicher Teilnahme über sozialversicherungspflichtig befristete Beschäftigung bis zur Ausbildung. Et ça contient donc des gens bénévoles et d'autres qui sont assurés socialement, ceux-là qui travaillent, et jusqu'à ils le gardent jusqu'à ils ont un métier. Ich will vorab über die deutschen Arbeitslosenzahlen berichten. Elle veut raconter les chômeurs donc en Allemagne, là. Est-ce que c'est la carte? Die deutsche Arbeitslosigkeit lag im August bei 6,8%, ungefähr 2,9 Millionen arbeitslose Personen. Donc il y a le chômage de 6,8%, donc ça fait presque 3 millions de gens sans travail. Im Arbeitslosengeld 1, das es für ein Jahr gibt, waren es 31%. Donc là-bas c'est autre chose parce qu'ils touchent le chômage et ça s'appelle numéro 1, c'est on peut rester en chômage que 1 an. Et donc ça fait quand même 31% de population de chômeurs. Im Arbeitslosengeld 2, das es nach einem Jahr gibt oder für Personen, die noch nie gearbeitet haben, sind es 69%. Et après dans le chômeur numéro 2, et là, c'est des personnes qui n'ont jamais travaillé, c'est-à-dire qui sont des écoles, tout ça. Et ça fait 69%. Insgesamt muss man über fast 4 Millionen Personen noch als Arbeitslose dazu rechnen. Donc il y a presque 4 millions de chômeurs parce que ça fait un peu comme en France, enfin ça se faisait quand certains chômeurs qu'on compte pas. C'est trop long, die sind die Maßnahmen krank gemeldet und nicht in der Statistik. Ils ne sont pas statistiquement comptés. Voilà. Ja. Die niedrigste Arbeitslosenquote hat Österreich. C'est l'Autriche qui est le mieux, mais enfin bon, je ne sais pas si c'est toujours. Ça va vite. Deutschland die drittniedrigste, ouais. Frankreich ist 0,1% unter dem EU-Schnitt im August. En français, bon, elle explique un peu, mais ça, ce qui se passe en France, on sait bien aussi. Parfait. On sait très bien même. Hein. On sait très bien qu'on a beaucoup de chômeurs aussi. Oui, voilà. 3 millions. Bei der Jugendarbeitslosigkeit liegt Deutschland an der Spitze, Frankreich bei 2,22%. Bon, après, il y a le chômage des jeunes qui est en Allemagne 7,9 et en France 22,8. Je crois, c'est ça. Voilà, jusque là. Aber hier muss man sagen, dass in Deutschland 300.000 Jugendliche nicht in der Statistik sind. Il y a 300 000 de jeunes en Allemagne qui ne sont pas comptés, qui ne travaillent pas, qui ne sont pas statistiquement identifiés comme identifiés. C'est un flottement, donc ça fait quand même 300 000 jeunes, ça fait beaucoup. In unserem Landkreis in Göppingen haben wir fast paradiesische Zustände mit einer Arbeitslosenquote von 4%. Alors là où, dans le Baden-Württemberg, elle dit on est presque dans le paradis parce qu'il n'y a que 4,4%
Chômage. Chômage, ouais. Donc voilà. Aber wir haben im Landkreis über 1388 langzeitarbeitslose Personen. Mais ça fait quand même 1400 presque de personnes qui ne travaillent plus, qui ne trouvent pas de travail. Ça fait en comparaison quand même pas mal. Und im August wieder steigend. Toujours en mois d'août, ça remonte, j'attends bien. Ja. In Deutschland funktioniert das System der Arbeitslosenversicherung ähnlich wie in Ça Frankreich. marche un peu le chômage, l'assurance, un peu comme en France. Nach einem Jahr Arbeitslosengeld 1 bekommt man Arbeitslosengeld 2, bei uns Hartz IV genannt. Ouais. Ils sont le rémunération des chômeurs, donc je ne sais pas combien ça fait, mais ça compte, je ne sais pas si vous avez entendu déjà ces fameux Hartz, ce qui a inventé, coupé, enfin qui a bien manigancé, c'est Schröder à l'époque. C'est-à-dire ils ont enlevé pas mal d'aides, on fait des économies et voilà. Für den Personenkreis der Langzeitarbeitslosen gibt es nun Maßnahmen der sogenannten aktiven Arbeitsmarktpolitik. Für uns und unsere Teilnehmer wichtig Beschäftigungsmaßnahmen. Maintenant, ils ont créé quand même, comme elles, ce qu'ils font, ils ont créé beaucoup des associations pour justement voir ces gens qui trouvent du travail, pour le former, soit dans la ferme, aussi des métiers, et puis voilà, il y en a plusieurs comme ça. Man unterscheidet dabei zwischen Maßnahmen mit einem auf ein Jahr befristeten Arbeitsvertrag mit einem Lohn und Arbeitsmaßnahmen mit einer Vereinbarung und einer Mehraufwandsentschädigung zum Arbeitslosengeld. Donc ils peuvent, alors en Allemagne actuellement, on peut être en chômage et toucher le chômage plus avoir un petit salaire à côté. Et d'autres, je ne peux pas traduire, alors je m'excuse parce que... Es kommt so, hein? Also es ist kein Arbeitsvertrag. Ah, après, il y a aussi des chômeurs qui n'ont pas de contrat, mais ils peuvent travailler quand même, parce qu'ils n'ont pas de contrat, mais dans l'année, on ne compte pas combien ils gagnent, on ne compte pas dans le... Im Arbeitsvertrag erhalten die Personen einen Stundenlohn zwischen 6 bis 8 Euro. Im zweiten Fall eine Entschädigung von 1,50 Euro pro Stunde. Ah oui. Dans un côté, après, ils ont un contrat où ils sont de l'heure de 6 euros jusqu'à 8 euros. Et dans le deuxième cas, ils peuvent avoir 1,50 de euros s'ils font 100 heures. C'est ça? Ja. Wenn sie ils font 100 heures. Zu diesem Instrument gibt es massive Auflagen, so darf man zum Beispiel nicht gewerblich arbeiten, also kein Geld verdienen und Konkurrenz. À côté, oui, là, dans ces cas-là, ils ne peuvent pas faire de concurrence ni gagner de l'argent. Enfin, pas trop. Wir dürfen kein Geld für keinen Umsatz machen. Ouais. Ils ne devraient pas profiter pour faire gagner de l'argent, quoi. C'est juste équilibré. Wenn wir von unseren Zielgruppen sprechen, so sprechen wir von ähnlichen Personen wie bei Solid Aktion, von langzeitarbeitslosen Menschen mit Arbeitslosenzeiten zwischen 3 bis 10 Jahren. I try in English. Our people are unemployed about 3 until 10 years, and the same people I met yesterday and I heard the whole day. C'est difficile, hein? Je ne sais pas comment vous dire qu'il reste 3 minutes. Je n'ose pas. Non, on vous ennuie avec nos histoires allemandes, quoi. C'est vrai, c'est difficile si vous aurez été européen et on aura au moins quelqu'un qui parle allemand ici. En Europe. Vous essayez d'arriver peut-être une conclusion. Oui, on va faire une conclusion. On va faire une conclusion parce qu'on a fait beaucoup de temps. Qu'est-ce que fait la ferme, dans le fond? Qu'est-ce qu'il faut à la concentration? Ouais. 6 activités. Il y en a un qui suit. Das sind dann eher
Mais les personnes qui sont là, c'est des demandeurs d'emploi, c'est des chômeurs, c'est des exclus. C'est des chômeurs, c'est... Ah oui, il veut savoir qu'est-ce que... Was sie machen denn? Was die Leute sind, ja? Arbeitslose, Kranke, Ja, kommt jetzt. Alkoholiker oder... Sind hier, wenn Sie es Ja. übersetzen. Jetzt kommt's. Also, dabei handelt es sich um Menschen mit Alkohol- oder Drogenproblemen, Menschen mit Migrationshintergrund, mit ungenügenden Deutschkenntnissen, ältere Arbeitslose. Also là-dedans, on arrive là, c'est des gens qui sont dépendants de l'alcool, la drogue, qui sont des problèmes de... Elle voulait quand même... On est des Allemands, ça va doucement, je vais pas bien. Quand même. Les drogues, il y a la migration aussi, hein, parce que là-bas, il y a aussi de grands problèmes. Très bien, c'est très bien. Qui n'ont pas beaucoup de connaissances allemandes. Des chômeurs longue date, donc des personnes âgées. Et des problèmes avec psychique, des problèmes psychiques, qui sont malades. In unserem Traumprojekt gibt es viele Alleinerziehende, da die Kinderbetreuung in Deutschland nicht so gut geregelt Alors, ist. ils sont aussi beaucoup des femmes qui élèvent leurs enfants tout seuls. Et là-bas, c'est très dur parce qu'on les aide pratiquement pas. Donc, eux, ils occupent pour 3 ans, ils les aident, et puis ils essayent de trouver un travail et, dans le même temps, une place pour l'enfant. Parce que là-bas, il n'y a pas les crèches, il n'y a pas de... Voilà. Les financements viennent d'où? Les financements. Oui, alors les financements, la finance. Voilà. Unsere Finanzierung ça là, sur la charte? setzt sich zusammen aus Erstattungen des Jobcenters, Arbeitsamt, ca. 40%. C'est le... D'abord, c'est le Baden-Württemberg, le Land. Hein, c'est le conseil régional. Oui, plus grand, hein, parce qu'on a des Landes, c'est pas Land, c'est comme après près, c'est fédéral. Hein. Fédéral, oui. Donc, voilà. Après, vous avez Xenon, c'est aussi une... Non, she she tells other things than I had. So, Erstattungen des Jobcenters, Arbeitsamt ca. 40%. Les 40%, c'est aussi après ça vient de Berlin. Voilà, de la ville de Berlin. Non, dans l'État. Parce que c'est l'État. Ministère, voilà. EU-Geldern. Et les aides européennes, c'est 25%. European Social Fund, it's about 25%. And we earn money about 30%. Je suis aussi mauvais en allemand qu'en anglais. Hein. Oui, mais on ne se connaissait pas. Franchement, c'est dur. C'est pas un problème, non mais... je ne pas te reproche. Non. C'est pas évident de parler parce qu'on s'est vu hier. Non, ce matin. Il y a Françoise qui m'appelle, Renate, j'ai besoin de traduire, mais moi j'ai... Non mais c'est parfait. J'essaye. C'est bien. C'est bénévole. C'est très bien. Tout va bien. Ne vous laissez pas perturber. Oh non, mais pas du tout, il me faut autre chose. Mais je ne perturbe pas, l'enfoiré. Bon, il faut Au bien contraire, rigoler. j'aide. Il faut rigoler. Et lui, il a droit, ils ont droit à 5 minutes de plus, voilà. Oh, c'est sympa. Parce que le monsieur, là, il a parlé, il n'arrêtait plus. Hein. C'est gentil, hein, c'est deuxième degré. Alors, on assure les 5 minutes. Ouais, c'est pas méchant. Also dazu gibt es noch kleinere Geldbeiträge als Ausgleich für die Anstellung behinderter Menschen, Gelder für Landwirtschaft und Spenden. À côté, ils sont donc aussi des aides pour les gens des handicapés, ils s'emploient aussi, hein, ils sont des aides de Land, de Baden-Württemberg. Et puis aussi, ils sont aussi beaucoup des gens qui aident comme ça du privé. D'accord. Et ils sont aussi un peu de l'argent, aussi des produits qui vendent. Voilà, tout ça, c'est global. Combien ça représente l'argent des produits qu'ils vendent? En pourcentage, à peu près. Die möchten gerne wissen, wie viel Prozent sie verdienen von der Landwirtschaft, vom Betrieb, vom Landwirtschaft, was da reinkommt. Nur der Betrieb, nur der Betrieb 20% vom Unternehmen. 20%. Voilà. About. Okay, parfait. Im Projekt, im Aggregent, beschäftigen wir ca. 30 Personnes. Donc, ils sont le projet Agrigent, donc ils sont innovés. C'est aussi la ferme à côté, donc ils sont créés. Et ils sont 30 personnes là, qui aident, qui travaillent, qui aident, qui travaillent.
Donc, entre autres, des moutons, une 70aine. Und produzieren. Ils ont leur propre fromage qui vendent différents fromages. Ils sont des vaches, des cochons, des poules et des volailles. Voilà. Et puis toute cette viande-là, ils le vendent. Donc, c'est tout ça qui fait la production. Qui fait la production. Ah, tu veux parler d'abord ou je traduis? Ja, Kaffee. Also, wir haben einen Hofcafé und einen Imbiss, wo die Produkte gastronomisch vermarktet werden. Donc il y a un café à côté où les gens viennent boire leur café et ils peuvent aussi manger. Des gens de toute la région. Une sorte de restauration. Restauration. Ja. Alle diese Arbeitsfelder sind Arbeits- und Lernfelder für unsere Personen. Et les personnes qui sont là-dedans, les chômeurs, tout ça, ça leur apprend à faire un métier. Donc serveuse, paysan, tendre le mouton, on fait la laine. Enfin, c'est toute une production. À la sortie, c'est des produits ficelés à vendre. In 100 Führungen im Jahr, feste Veranstaltungen oder Kinderfreizeiten können unsere Leute sich einbringen und wir das Thema Arbeitslosigkeit anderen Menschen vorstellen. Bon, ils font aussi des portes ouvertes. Donc là-dedans, il y a des fêtes, il y a des danses, des choses comme ça. Ils invitent aussi beaucoup des enfants pour passer leur temps. Donc il y a aussi des gens qui vont apprendre dans le jardin d'enfants, des choses comme ça. Et dans le même temps, avec tous ces gens-là, ils ont des discussions pour faire apprendre, pour montrer qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'ils font. Voilà. Ouais, on va In einigen Bereichen bieten wir auch Ausbildungsplätze für junge Arbeitslose an. Et ils créent aussi dans le même temps des places pour un animateur, pour les enfants. Voilà, ça va un dans l'autre. Ja. Diese werden nicht finanziert und die finanzieren wir über Spenden und Eigenerlöse. Ça, ils sont financés par des gens l'extérieur qui sont bénévoles, voilà, qui donnent l'argent, qui n'ont rien à voir avec, comment on dit ça en français, qui donnent l'argent. Des donateurs. Des donateurs. Voilà. Est-ce qu'il y a une défiscalisation? L'État prend, der Staat nimmt da was weg von Steuern, bezahlt ihr Steuern? Wir zahlen weniger Steuern wie normale Unternehmen bei uns, das heißt Gemeinnützigkeit, wenn man anerkannt ist. Ils payent beaucoup moins d'impôts parce qu'ils sont là pour aider les autres gens, tout ça, donc ils sont dans une catégorie spéciale, c'est-à-dire ils payent 3/4 de moins que des autres, parce que c'est pas une entreprise de profit. C'est pas la question. Voilà. Les gens qui donnent, est-ce qu'ils sont sur leurs dons défiscalisés? C'est ça la question. Ah oui, je sais ça. Les gens, die Leute, die das Geld geben, privat, kriegen sie denn darauf Steuer, dass die mehr? Ja. Okay. On conclut. On finit là. Wir müssen fertig machen. Ja. Begleitend zur Arbeit gibt es sozialpädagogische Betreuung, kümmert sich um Schulden, Sucht, Wohnprobleme. Ah oui. Il faut aussi, donc, comme je dis déjà, ils donnent aussi des cours de langue, ça va très bien, ça va aussi très loin dans la santé, ils donnent, oui, parce que les problèmes, comment je explique ça? Il prend aussi des gens autour qui s'inscrivent de faire des cours pour ces jeunes-là. C'est tout bénévole, donc il y a des spécialistes, pas comme ça, des médecins, et tout ça. Und unser Problem im Moment sind zurückgehende Gelder. Voilà. Le problème actuellement, c'est aux finances du gouvernement qui sert un peu plus en plus. Comme partout. Comme partout, donc ça j'ai déjà dit à tout à l'heure. On a, je sais pas, comme elle a dit à tout à l'heure, je traduis, je n'en pas là. C'est que les problèmes sont partout, on explique tout, j'ai bien tout écouté, et à la fin on dit toujours, et l'argent. Und wir versuchen neue Wege zu gehen, über Genossenschaft, Kooperativen nach italienischem Vorbild oder Spendenerlöse mehr unabhängiger von Politik zu werden. Eux, qu'est-ce qu'ils cherchent, c'est plutôt créer des coopératifs, parce qu'on parlait tout à l'heure, vous avez parlé de ça, et des donateurs, des choses comme ça, d'être pas trop dépendants des politiques. Parce qu'ils promettent et puis après...
Und eines noch wichtig, in Baden-Württemberg gibt es ein Modellprojekt, das versucht, die Gelder, die ein Arbeitsloser kostet, in Arbeit, in Beschäftigung zu stecken. Ah oui, c'est ça aussi. C'est aussi un chômeur, tout ce qu'il coûte, eux, ils pensent, le Baden-Württemberg, de ne plus donner ça trop aux chômeurs, mais investir dans des nouveaux places pour des gens qualifiés. Donc ça veut dire encore moins pour eux. Merci voilà, beaucoup. Alors, si elle aura parlé en français, elle aura mieux dit les choses que moi. C'est un exercice très très difficile. Si j'avais le temps. Merci beaucoup Renata, merci beaucoup. On va terminer avec Carles d'Espagne. Voilà. Allez, la balle est dans ton camp. Je vais essayer d'aller vite, pas faire 10 minutes. Parfait, super. Parce qu'on est en retard. Oui, très bien. Très bien. C'est pas très très bien. Mais solidaire avec moi, Lily. 10 minutes pour expliquer un peu la situation de l'Espagne du point de vue insertion sociale, insertion des gens au travail. Vous savez qu'en Espagne, la question des autonomies, ça donne aux autonomies la question politique sociale, c'est responsabilité de chaque autonomie, mais pour la question du travail, il y a une partie de responsabilité pour l'État, qui a une loi depuis 1982, qui permet la création de centres spéciaux de travail. C'est une sorte d'entreprise qui peut embaucher des gens avec des handicaps. Handicap qui est bien déterminé par une commission ou l'administration ou les autonomies qui définissent les handicaps. Ça peut être physique, psychique, social, etc. Alors l'État, pour ces contrats de travail qui embauchés par les entreprises, les associations, ils payent la moitié au minimum du salaire minimum interprofessionnel et 100% d'assurance sociale de la part de l'entreprise, pas de la partie qui est 3% du travailleur. Et aussi, il y a la possibilité d'avoir des investissements, des aides pour des investissements à l'entreprise sociale qui embauche des gens en handicap, qui doit avoir une qualification, une certification d'entreprise spéciale du travail. Voilà. Ça, c'est en Catalogne, en concret, là où je viens, ça, la région autonome, il payait 25% en plus. Et après, une petite aide pour organiser le psychologue, le travailleur social qui aidait à faire un peu le parcours de formation des habits laboraux. Ça, depuis cette année, c'est un peu écrasé avec la crise. C'est-à-dire, on ne peut pas embaucher des gens. C'est-à-dire, tu peux embaucher des gens, mais l'État ne paye pas les 50% des salaires depuis mai, en Catalogne moins, depuis mai 2011. Voilà, ça, c'est un peu l'idée. Sur ça, il y a des associations, des coopératives, des fondations qui font ce travail d'insertion laborale des personnes handicapées. Nous, c'est une petite coopérative qui a commencé en 1974, qui a pris la forme de coopérative en 1976, c'est-à-dire avant la création des États d'autonomie, avant cette loi, etc. Et par contre, au contraire de la plupart des associations en Catalogne, en concret, ce que je connais plus, que c'était des associations de familles qui ont commencé à mettre à pied, enfin en marche, à bâtir des services pour d'abord l'école pour les personnes handicapées, après l'attention de l'occupation, après le travail, etc. Nous, c'était déjà l'idée de travailler ensemble. C'était des professionnels, des jeunes gens qui ont commencé à vivre et travailler ensemble avec des personnes handicapées. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas l'idée de faire un service pour, c'était travailler avec. Ça nous a donné bientôt, en 1982, l'idée de développement local, d'économie locale. Il fallait trouver quelque chose qui nous permettait de vivre, un emploi. Nous, on vivait, c'était le groupe de 4 personnes a décidé de s'installer à 120 km de Barcelone, dans un petit village presque abandonné. Parce qu'à l'époque 1920, il y avait 1 millier d'habitants, maintenant il y a une centaine de personnes. À la Catalogne intérieure, avec une agriculture très, très dure, qui était basée sur la vigne, les endriers, l'olivier, un peu de céréales. Alors, avec ça, on a fait tout le procès de réflexion comme coopérative, comme collectif, qu'est-ce qu'il fallait faire à la zone, comme travailler
comment grandir. Tout ça. Maintenant, mais surtout, je reviens sur le pas, c'était un projet économique aussi, en même temps, principalement. C'est-à-dire au moment, par exemple, projet économique fondamentalement, mais qui veut être un peu innovatrice, chercher de voies, financement, tout ça. Et on vient de finir un investissement de presque 1 800 000 euros pour la CAF. Et on avait mis un système de titres participatifs, je ne sais pas la traduction, nous on dit comme ça, c'est-à-dire de participation des gens, des amis qui ont payé comme une sorte de 1 000 euros pour un papier qui a 1 000 euros avec un intérêt pour une année. En 15 jours, on a ramassé 400 000 euros. Il y avait une demande pour 800 000 euros. Mais on a arrêté à 400 000 euros, etc. Maintenant, la réalité, c'est le groupe de l'Eridac. L'origine, le groupe initial, 4 personnes, c'est 45 personnes. On parle toujours moitié-moitié. Moitié personnes handicapées, moitié personnes qui sont moins handicapées. Alors, professionnel, cuisine, parce qu'on a aussi un foyer, là où il y a une partie des gens qui ont un problème familial. Et on travaille en bio sur 20 hectares de vignes, 20 hectares d'oliviers, et on met au marché 110 000, 120 000 bouteilles de vin blanc surtout, vin doux, vin rouge, vin mousseux, et 400 000 litres d'huile. On fait aussi dans les moulins. On a la cave, on a les moulins, on a la maison, c'est une sorte de grange, de ferme, une grande ferme à côté d'un village. Et depuis 2010, on travaille, on ouvre une propriété de la mairie de Barcelone, à côté, derrière la montagne qui ferme Barcelone, de Divisalo, dans la mairie même de Barcelone, qui nous a laissé pour faire le vin de la ville, c'est-à-dire le vin de protocole de la ville de Barcelone pour les invités, les invitations fixées, tout ça. On travaille avec un groupe de personnes, 23, 25 personnes, la même histoire, moitié 12 personnes handicapées, et 12, 11 personnes professionnelles, la cuisine, la maison, la campagne, voilà. Et on se pose parfois pourquoi nous on a une croissance importante, en même temps que dans la coopérative du village, par exemple dans la carte coopérative intégrée par plusieurs petits agriculteurs, ça n'a pas marché. Pourquoi? D'abord, je crois que nous, comme coopérative de travailleurs, c'est une coopérative qui met en commun le travail. C'est des travailleurs. Et la loi catalane permet que les gens handicapés peuvent être aussi associés coopérativistes de la coopérative. C'est-à-dire la propriété, fondamentalement, c'est à nous, c'est des gens qui travaillent. Et c'est une propriété qui est liée au territoire. L'entour au village, c'est difficile à partir notre temps. La propriété, la communauté locale, la communauté, le territoire, c'est très important, le territoire comme un endroit support, mais en même temps comme paysage, comme tout ce que peut apporter le territoire, c'est l'histoire des gens, la culture, la façon de travailler. Et aussi les valeurs ajoutées, c'est trouver des choses qu'on peut ajouter de valeur qui permettent de soutenir la communauté ou la coopérative. Et la façon de s'organiser, du point de vue contrôle, du point de vue pouvoir, du point de vue d'organisation qui permet la coopérative, c'est-à-dire que c'est nous qui nous organisons, un peu ce que vous disiez aussi en même temps. Le pouvoir, c'est le pouvoir démocratique, et l'organisation, c'est une organisation qui essaye d'être participative, qui travaillent en fonction de petites équipes qui ont beaucoup de capacité de décision, de s'organiser. Même on essaye de faire le budget. Et en même temps, la formation, c'est-à-dire tout ce qui a en relation avec la connaissance, l'apprentissage, la formation. Nous, une partie de formation que la coopérative paye une partie importante des travailleurs, de tous les travailleurs, c'est voyager, par exemple, depuis une quinzaine d'années. Presque la plupart des professionnels de la coopérative, c'est la cuisine, le directeur, la campagne, l'ingénieur, tout ça, nettoyage. Tout le monde qui veut part en voyage. On a été à terre il y a une dizaine d'années, tu vois, on a été en Hollande, en Belgique, en Italie, plusieurs fois en France, tout ça.
parce qu'on croit que la partie importante de la formation, en dehors de la formation académique organisée, tout ça, c'est d'établir des liens avec des gens, de voir d'autres expériences et d'apprendre. C'est pas seulement de voyager pour voyager, mais d'apprendre, d'avoir des idées. Et ça nous a permis aussi d'avoir des rapports et de faire des projets européens, de changer de travail un peu plus. On vient de finir maintenant un travail avec Nars de Bourgogne, le Mosaico de l'Italie, de Friul, et Portugal, et nous, sur l'accompagnement des personnes vieillissantes, de personnes en difficulté d'exclusion sociale dans le milieu rural, par exemple. Et ça nous a, et en même temps qu'on parle de formation voyage, on parle aussi des réseaux d'alliances. C'est très important pour nous d'établir ces réseaux, d'avoir des échanges et dans le double sens d'y aller et en même temps d'aider d'autres petites expériences. C'est-à-dire, il y a longtemps, les 0,7% de bénéfices pour l'aide au tiers-monde, je ne sais pas si ça existait chez vous. Mais nous, ça pose cette question, mais pas sur les bénéfices que nos coopératives essayent d'avoir de grands bénéfices, mais sur les 0,7% de vente de nos produits originaux. Alors ça nous a permis d'établir contact avec la Mauritanie, avec Bénin, avec Sénégal, avec Mexique, avec Cuba, etc., avec des petits projets qu'on essaye de collaborer ensemble. Enfin, j'arrête ici. Finalement, on est un peu avec Gérard aussi, on s'est trouvé à Torino avec toute l'histoire de l'agriculture sociale, non? De développer un réseau au niveau européen pour l'agriculture. C'est l'agriculture qui travaille au point de vue de l'agriculture qui donne réponse en même temps aux problèmes de personnes en difficulté dans les milieux ruraux. À la fin, finalement, on se pose la question si nous, on est une entreprise ordinaire. Quand on pense chez nous, on pense d'intégrer les gens dans l'entreprise ordinaire, nous on dit, nous on est une entreprise ordinaire, nous ce qu'on peut faire est laisser la possibilité aux gens de choisir comme moi, ils peuvent choisir d'aller n'importe quelle entreprise, mais pas dire qu'aller dans l'entreprise ordinaire c'est le plus beau du monde, parce que l'entreprise ordinaire pour nous, il y a beaucoup de problèmes aussi. On se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire ordinaire, qu'est-ce que ça, si l'entreprise c'est l'idéal pour tout le monde. On se pose cette question. Et surtout, pourquoi pas être une entreprise ordinaire nous-mêmes? Qu'est-ce que le lien très profond entre économie et développement? Nous, on est quelqu'un qui travaille pour les autres. Nous investissons dans un territoire avec les autres un projet pour vivre chacun à son tour, chacun sa possibilité ensemble. Et on ne fait pas de distinction entre handicapés ou non. Merci beaucoup. Quelques questions rapidement, pas beaucoup. J'ouvre énormément là. Monsieur le directeur, Alain. Oui, bon, à part la France que je connais bien, mais pour les autres pays, les aides qu'apporte l'État ou les régions sur les publics en difficulté, est-ce qu'elle est limitée dans le temps dans chaque pays? Et en gros, quelle est la durée maximum d'aide de l'État sur les collectivités? Pour nous, il n'y a pas de durée. Tu peux embaucher une personne avec une discapacité, par exemple, un risque d'exclusion. On a l'idée un peu, cette idée d'intégrer dans l'entreprise ordinaire ou investir. Mais c'est toujours. Les coopératives espagnoles et les coopératives italiennes, c'est à peu près pareil, c'est ça, hein? Dans la même logique, quoi, avec du... Est-ce que le montant de l'aide, c'est comme en Italie, c'est le 35%, le 40% du coût du travail. En Espagne, c'est la moitié du salaire. Quelques aides pour les investissements de structures et point de vue travail. Point de vue foyer, c'est différent. Ça dépend encore du travail, ça dépend de la politique sociale. Si. Bon, la loi italienne prévoit handicapés, psychiatriques, toxicomanes, prisonniers, disons,
Et bon, l'handicap social n'est pas Et pour nous, c'est le travail qui paye le salaire, la moitié du salaire, mais qui décide embaucher ou non, c'est l'entreprise ou l'association, la coopérative, avec un certificat pour avoir droit à la paye de la moitié du salaire, avec un certificat qui fait bien-être social pour les départements sociaux de la région. Et ça peut avoir une raison ou bien dérivée, discapacité dérivée de discapacité psychique, discapacité physique, discapacité dérivée de maladies mentales, troubles conductuels, etc. Ou bien ça peut être aussi dérivé des discapacités de relations sociales, sans emploi, je ne sais pas, sans SDF, pourrait avoir un certificat de discapacité pour autant être embauché dans une entreprise indéfiniment. Salvatore, vous n'avez pas Oui, dit je peux. Oui. Pour terre, j'ai calculé que dans les entreprises d'association qui sont obligatoirement des sociétés commerciales à finalité sociale, c'est dégressif. Le total sur 4 ans correspond à peu près à la moitié d'un coût annuel d'un salaire. Voilà. Dans le cadre de l'association, c'est d'autres mesures, et où là ce sont des aides à durée indéterminée, mais qui sont liées justement à l'aspect social de la personne, ou personne handicapée. Et si on prend tout le groupe alors, et qu'on fait une moyenne sur le chiffre d'affaires, eh bien on tourne autour de 12% de subventions. Et puis, ça veut dire qu'il y a 78% qui est de la sueur et du business. Voilà. Mais le système d'insertion en Wallonie est un système qui est étalé sur 4 ans. Donc, après 4 ans, les entreprises d'insertion, s'ils respectent le quota de personnes défavorisées, continuent à être agréées entreprises d'insertion, mais à un moment donné ne perçoivent plus de subventions pour les personnes défavorisées. Mais elles continueront à bénéficier bientôt, parce que c'est un décret qui va passer fin de l'année, elles continueront à bénéficier de l'aide à l'accompagnement. Par contre, le fait d'être agréé permet, même s'il n'y a plus d'aide pour l'insertion, permet d'avoir accès à de la TVA à 6% sur certains services, ou la possibilité de mettre en réserve le bénéfice et donc de ne pas payer d'impôt sur le bénéfice lorsqu'il est mis en réserve. Voilà toute une série d'aides auxquelles on a accès lorsque on est agréé, même si on n'a plus d'aide sur les subventions sur les travailleurs. Mais ça se discute, là pour moi on fait un lobbying intensif au niveau de la région wallonne pour essayer que le décret qui va passer fin de l'année corresponde aux réels besoins des entreprises d'insertion. Je vous assure, c'est pas facile, parce qu'en plus, les conseillers du ministre ne se tiennent pas au courant des règlements européens, et donc c'est nous qui devons leur expliquer l'évolution des règlements européens pour essayer que ça colle avec la réalité. C'est pas facile. Une dernière question? Moi j'ai cru comprendre tout à l'heure qu'en Belgique il y avait une obligation de travailler. Est-ce que ça veut dire que, qu'est-ce qui se passe si on ne veut pas, par exemple, accepter un travail? Est-ce que j'ai bien compris déjà? Oui, c'est ça. Donc quand on n'accepte pas une offre de travail qui est faite par les instances officielles, on peut être exclu du chômage. Donc ça veut dire qu'on n'a plus de revenus. Donc on a droit de chômage, et c'est pas limité dans le temps, autant qu'on prouve qu'on est capable et prêt de travailler. Mais concrètement? Et ça peut être n'importe quoi alors? Non. Donc c'est sur le plan régional qu'on va voir quelles sont les offres qui correspondent un peu avec vos études et ce que vous voulez. Et donc ils ne vont pas envoyer n'importe quelle offre de travail, mais les offres de travail qui sont refusées, après quelque temps, les services
régional, ils vont dire au niveau fédéral que cette personne n'a pas accepté du travail. Et c'est sur le plan fédéral qu'on va être puni par exclusion du taux de chômage. Et ça représente combien de population? Je ne connais pas les chiffres, mais ça prend. C'est pas. Il faut être. faut être motivé de ne pas travailler, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est pas qu'on vous rejette tellement facile. Donc, je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est que c'est sûr qu'il faut se faire payer pour le travail que l'on fait au niveau de l'insertion, etc. Mais en tout cas, nous, on essaye au maximum d'être le plus autonome possible et avoir des revenus par notre travail, par notre business, par la manière de gérer l'entreprise, parce que ça te permet d'être beaucoup plus libre dans les choix que tu fais par rapport justement à tes objectifs sociaux. Voilà. Merci. Oui, dernière question. Oui, ce matin on parlait, enfin entre les lignes, et pas tout à fait entre les lignes non plus, de la capacité de mobilisation de la société civile. Dans les modèles que j'entends, il y a l'intervention du secteur public et la recherche de marchés privés en autofinancement. Est-ce que dans les différentes expériences, il y a des endroits où il y a une mobilisation de la société civile? Alors, j'ai entendu peut-être à travers le financement privé qui peut exister, mais sinon, enfin... Je peux, en Italie, les coopératives sont presque, les expériences plus belles des coopératives sont nées à partir d'une agrégation de la société civile, c'est-à-dire les familiers, une association a créé la coopérative. Donc la mobilisation c'est très forte dans la société civile, dans le domaine des coopératives. À l'origine, mais après dans le quotidien. Dans le quotidien, ça change dans le temps. Si je peux te répondre, c'est chez nous, il y a 320 salariés, mais on est entouré de 500 bénévoles qui, soit pour des actions précises qui ne sauraient pas être rémunératrices suffisantes pour payer des salaires, sont là, un jour par semaine, etc., ou pour des grandes activités. Et cette mobilisation, c'est de la société civile. D'ailleurs, si on a pu faire le capital neutre qui permet justement une grande autonomie par rapport au capital, c'est parce que c'est une association avec 200 bénévoles qui ont dit, voilà, on va faire un projet qu'on a appelé projet Wallonie, en comparaison avec le projet Nicaragua ou le projet Bolivie, et qui ont dit, on va mettre sur la table, à ce moment-là, c'était 6 millions de francs belges, pour dire, on va démarrer un projet de création d'emplois. Mais c'est une association avec des membres d'une assemblée générale qui ont décidé de démarrer un travail rémunérateur pour des salariés. C'est vraiment la société civile. Et moi, j'enrage parce que trop souvent dans ce que le pouvoir politique nous propose, ils ne tiennent pas compte que toutes ces initiatives-là viennent justement de ce genre d'associations de la société civile, et ils imaginent, eux, des procédés théoriques qui ne sont pas vrais, où il y aurait subitement 50 personnes individuelles qui vont mettre X euros sur la table pour faire une coopérative. C'est possible, hein, ça arrive, hein, mais c'est des exceptions. Et ils ne tiennent pas compte dans ce qu'ils imaginent comme stratégie de valoriser le travail de toutes ces associations de la société civile qui sont vraiment des initiateurs. Et on nous laisse souvent de côté. Voilà. Quand vous dites qui investissent, est-ce que c'est de l'épargne remboursable? Est-ce que c'est du don? Est-ce qu'il y a des défiscalisations? C'est le tout. Donc, je crois qu'on a tous les systèmes. Donc, on a pas mal de moyens de donation. Et il y a une défiscalisation après. Mais il y a aussi des organisations qui collectent de l'argent et qui font des fonds pour investir, comme Hedbo par exemple, et des associations qui font qui demandent de l'argent et qui donnent un intérêt. Et alors il y a aussi des organismes d'État ou de région qui sont d'ailleurs apparus parce qu'on a fait le travail de lobbying dont je vous parlais tout à l'heure,
qui peuvent soit intervenir sous forme de prêts dans des projets d'économie sociale, avec des taux d'intérêt très bas, soit de mise de capital dans les entreprises d'économie sociale. Mais ça existe, hein. Nous, en Wallonie, ça s'appelle la SOEXOP, Société Wallonne pour investissement, pour l'économie sociale, enfin un truc comme ça. Et où la région avait mis au départ de l'ordre de 20 millions d'euros à disposition de l'économie sociale. Et on a eu d'ailleurs au niveau fédéral aussi, pendant un certain temps, un organisme qui avait été instauré sur base d'émissions de bons d'État. Le gouvernement avait émis des bons. Ils avaient très rapidement, en 15 jours, récolté plus de 20 millions d'euros avec de l'argent privé. Hein. C'était très intéressant pour les gens qui achetaient les bons, parce qu'eux, ils avaient un taux d'intérêt garanti de 6%. Hein, mais en même temps, cet argent-là, le gouvernement l'a mis à disposition des initiatives d'économie sociale, à un taux de 4% et demi à peu près, ce qui a donné vraiment un élan à des tas d'initiatives. C'est ce genre de truc qu'on peut obtenir. Ça m'amène une question, est-ce qu'il y a un inventaire des différents modes de financement qui existent? Parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est une vraie question sur la survie et le développement des structures d'association. Excuse-moi, j'ai pas su. Est-ce qu'il y a un inventaire, alors peut-être que c'est aussi un inventaire des différents types de financement qui existent? Parce que ce qu'on vient d'évoquer, ça peut donner des idées, ça peut donner des perspectives, notamment sur le projet LIDA. Je ne sais pas si l'inventaire existe, mais ce qui est important de savoir, c'est que sur le plan européen, on est en train de faire des fonds pour investissement dans l'économie sociale. Donc, c'est dans le Social Business Initiative, c'est dans un des branches où on veut vraiment, on veut même créer un label pour des fonds qui investissent dans le social. Mais c'est encore un travail qui est à faire, donc on est en train de mettre en place.